Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de rester fidèle à l'émission Réflexion tous les lundis sur la 5e chaîne de la télévision nationale, Qanat al-Qur'an al-Karim. Nous poursuivons le 5e volet et dernier de la cartographie religieuse en Afrique du Nord depuis l'avènement de l'islam jusqu'à nos jours, avec un traçage de ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Pour en discuter avec nous, M. Kamal Cheket, membre de l'Association des oulémas des pays du Sahel, professeur Cherif Driss, chercheur en sciences politiques, et docteur Messoud Boujnoun, chargé d'études au Conseil islamique. Donc nous sommes en 1962, l'Algérie arrache son indépendance, l'Algérie redevient algérienne et musulmane. Et le premier volet des prêches est ouvert par Bachir Ibrahimi. Messoud Boujnoun. Bismillahirrahmanirrahim. Oui, effectivement. D'ailleurs, juste avant, comme vous venez de le dire, l'Algérie est revenue, comme elle était algérienne et musulmane, juste avant l'indépendance et pendant les fameuses manifestations du 11 décembre, on pouvait voir les pancartes sur lesquelles était inscrite l'Algérie musulmane, algérienne et Algérie musulmane, surtout Algérie musulmane. Donc le peuple voulait récupérer son islamité, l'islamité de l'Algérie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une célèbre chanson qui a été chantée par le regretté Abdelrahman Aziz, Allah yarhamou, et Mohamed Mbrouk Alik, Jaza'i raja'at lik. Donc, félicitations au Mohamed, l'Algérie est revenue, donc elle est revenue à l'islam. Donc, pour revenir à votre question, oui, c'est vrai, le premier prêche, juste après l'indépendance, dans la mosquée Ketchawa, redevenue mosquée comme elle était à l'origine, a été fait par le défunt Cheikh Bachir Ibrahim Rahimahullah, qui était le président de l'association des oulémas, et qui a été fait en présence du premier président après l'indépendance, Ahmed Ben Bella, Allah yarhamou, et en présence des ambassadeurs des pays musulmans, arabes et musulmans, et en présence aussi de beaucoup de savants, de penseurs qui étaient invités et d'une foule considérable de fidèles réunis pour ce jour exceptionnel. Et donc Bachir Ibrahimi a fait un prêche justement où il a loué et rendu grâce à Dieu d'avoir donné, accordé l'indépendance à l'Algérie après tant et tant de sacrifices faits par le peuple algérien, et surtout pour que l'islam et l'Algérie a récupéré son islamité après un siècle et demi de désislamisation, si le mot est exact, cette politique exercée par la France, qui a voulu désislamiser le peuple algérien et le christianiser, du moins le rendre irréligieux. Un peuple comme ça qui n'a aucune religion, livré à lui-même. Et ce n'était que justice, parce que c'était un droit qui a été récupéré, d'autant plus que, comme nous l'avons dit la semaine passée, la résistance du peuple algérien était menée sous la bannière de l'islam depuis 1830. C'était l'islam qui était le catalyseur de la résistance du peuple algérien contre l'occupation colonialiste, que ce soit à travers la lutte pendant 17 ans de l'émir Abdelkader jusqu'au 1er novembre, en passant par Al-Mokrani, Cheikh Al-Haddad, Lala Fatma Soumer, Cheikh Bouamama, Cheikh Boubaghla, etc., etc.
à la veille du 1er novembre, où la déclaration qui était adressée par les membres, les six membres qui ont créé le FLN et qui ont lancé la lutte armée. Donc ils ont fait une déclaration. Disons, après l'appel au peuple algérien, après l'explication sur des buts et des objectifs de cette lutte qui va commencer, à la dernière phrase, la déclaration dit que c'est pour rétablir l'État algérien dans les principes de l'islam. Comme ça a été toujours le cas, puisque l'islam, depuis qu'il est venu en Algérie il y a 14 siècles, toutes les dynasties, tous les États qui ont existé dans cette région, tous ont été régis par les principes de l'islam. Donc ce n'était que justice que cet État retourne dans les principes de l'islam. Et c'était la même chose dans la déclaration finale du congrès de la Soumam, où il était question aussi de rétablir l'État algérien dans le cadre des principes de l'islam, et justement sans que ce ne soit une guerre de religion. Les deux déclarations étaient très, très explicites. Il n'y avait pas de guerre de religion, c'est-à-dire entre l'islam et le christianisme. C'était une guerre de résistance, une guerre pour recouvrir son identité et sa personnalité qui ont été bafouées par le colonialisme. Et donc, Dieu merci, après 7 ans et demi après la guerre de libération, qui a duré 7 ans. Voilà, l'indépendance a été acquise, et l'islam est revenu. L'islam est revenu dans son droit, dans son pays, dans sa situation naturelle. Et c'est ce qui a été justement ce dont l'accent a été mis par le fameux prêche du Cheikh El-Bachir Ibrahimi, voilà, qui a justement comment dirais-je, mis l'accent sur cette récupération de la personnalité berbéro-arabo-musulmane par le peuple algérien après tant de sacrifices. Alors, si on prend la période entre 1962 et 1980, qui a été marquée par une politique socialiste, oui, malgré le refus de certains de cette politique-là, cette période-là fut celle du développement de la pensée islamique. D'ailleurs, dès le début, dès 62, il y a eu cette idée de créer une université islamique, si je peux dire, mais avec des départements scientifiques, des départements de maths, de sciences de la terre, de toutes les sciences exactes et naturelles. Bon, après, ça a été détourné, mais cette période-là a été qualifiée comme la période où la pensée islamique s'est développée. S'est développée dans quel sens elle s'est développée? Il y avait les fameux... les fameuses rencontres. Oui, les rencontres. Mais bon, finalement, je suis devenu muaddin en 78, à l'âge de 11 ans. Et dans nos mosquées, dans les mosquées de l'époque, il y avait beaucoup de qualités. Et on a vite pris conscience de ce qu'était l'islam, sans pour autant être endoctriné. Hein. Et quand on parle justement de Ali Khouja, l'avenue Ali Khouja à El Biyar, vous
partez de la mosquée de Scala jusqu'à la mosquée de Foujrou, Clerval, là où était Cheikh Chouaïb, rahmatullahi alayhi. Un peu avant, à la mosquée Al-Arqam, il y avait Cheikh Hamid Sahnoun, dont j'étais le muezzin. Dans mon quartier, il y avait la mosquée Al-Furqan, il y avait un élève d'Ibn Badi, c'était Cheikh Ammar Mtatla. À la mosquée d'El Biyar, il y avait Cheikh Ali Hamlet, un savant juriste. Et à la mosquée de Scala, il y avait Cheikh Bashan, qui était un savant dans le domaine des modes de lecture. Alim fil qira'at, il était dans l'Ujnat Sahih al-Mushaf. Il y avait beaucoup de qualité dans ces mosquées. Le problème, c'est qu'il y avait une sorte de décalage. Alors, autant il y avait de la qualité chez ces gens-là et chez ceux qui étaient derrière les séminaires de la pensée islamique qui se déroulaient à l'époque, il y avait derrière, il y avait Abdouhab Hamouda, Malik Ben Nabi, il y avait Dr Saïd Chiban, il y avait Abdrahman Chiban, donc c'était aussi une élite. Mais en même temps, n'oublions pas qu'un peu avant cela, ce que nous appelions en langue arabe Ta'lim al-Asli a été annulé, combattu, supprimé par une frange de communistes au sein même du pouvoir. Donc il y avait un pouvoir qui souffrait un peu d'une certaine schizophrénie. Il y avait l'islam, finalement, c'est une composante de la société algérienne que nul ne peut combattre. D'où la phrase de Bachar Ibrahimi, l'ishtirakiya kiya. Oui. Alors, et on voulait, dans les écoles... Bachar Ibrahimi kiya et le Cheikh Abdel Latif qui a écrit aussi un livre à l'époque. L'Ishtirakiya Asloha al-Mazdakiya, un livre qui était interdit, qu'on se passait sous le manteau. Hein. Oui, et ce même Cheikh Abdel Latif, rahmatullahi alayhi, mort en 82, alors qu'il était assigné à résidence. Donc il y avait, je me souviens, on évoluait dans une sorte de schizophrénie politique. C'est-à-dire, d'une part, il y avait de la qualité dans l'islam. D'un autre côté, il y avait des forces qui combattaient cet islam par tous les moyens possibles et imaginables. Et jusqu'à présent, nous vivons dans un pays où vous avez des journaux francophones où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un article qui médit de l'islam et des musulmans. En terre d'islam, attention. Hein. Ces mêmes journaleux, il y en a une dernièrement qui parlait de... C'est une femme qui parle de ces sinistres zaouïas. Quand il y avait Ta'lim al-Asli, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu sur le visage de Cheikh Mamoun al-Qasimi. Il n'y a pas très longtemps, on était dans la zaouïa, il parlait justement de ce fameux jour où tout a été interdit. On enseignait tout dans les zaouïas. À l'ancienne, les maths, la géographie, les sciences, l'anatomie, etc., l'astronomie, puis du jour au lendemain, non, vous n'avez plus le droit d'enseigner cela, vous n'enseignerez que le Coran. Pourquoi elles sont attaquées, ces zaouïas? Pourtant, elles ont eu un rôle important, comme vous le dites, dans l'enseignement, de diverses spécialités, mais aussi dans la sauvegarde de l'islam, dans la libération de l'Algérie, mis à part cela, dans la sauvegarde même de l'esprit humain. Oui. Quand vous savez que Fibonacci a étudié ici, quand vous savez que tous les médecins du Vatican du XVIe siècle obtenaient leur licence de médecine ici en Algérie. Qu'est-ce qui est attaqué Ce qui est attaqué, on essaye de travestir l'histoire. C'est-à-dire que je n'exclurai pas que ces petits journaleux ne soient que des caisses de résonance de forces occultes qui ne veulent que combattre l'islam. Point barre. Il faudrait justement se pencher sur ces noms. Vous savez, il y a... Parfois, ce sont les musulmans eux-mêmes qui attaquent aussi ces zaouïas. Oui, je sais, mais bon... Pour certaines pratiques, peut-être... Qu'est-ce que l'islam chez ces gens-là? Il faut faire la part des choses, quand même. Écoutez, quand quelqu'un... Il faut distinguer le grain de l'ivraie. Même Ben Badis a critiqué les zaouïas. Mais il ne les a pas critiqués sur le fond. Il a critiqué certaines zaouïas sur certaines pratiques. Ah, exactement. C'est-à-dire, expliquons. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques? Ben Badis lui-même a étudié dans une zaouïa. Il ne peut pas critiquer à l'époque, qu'est-ce qu'il a critiqué exactement? On reprochait l'esprit charlatanesque de certaines zaouïas.
cette tendance maraboutisme, vers le maraboutisme. Même pas le maraboutisme, c'est quelque chose de bon dans le fond, mais l'occultisme, l'ésotérisme dont étaient porteurs certains courants qui étaient vraiment en porte-à-faux avec l'islam. Quel courant? Vous savez, il ne faut pas donner d'exemple. Je vais vous dire pourquoi. Il y a certaines zaouïas qui ont joué plus ou moins un mauvais rôle ici en Algérie, mais qui ont joué c'est les mêmes zaouïas ont joué, les mêmes confréries ont joué un très bon rôle au Mali et au Niger. Et l'inverse aussi. Par exemple, la zaouïa Tijaniya, pendant longtemps, on a dit que c'était des traîtres, qu'ils étaient alliés aux Français, etc. Peut-être certains l'ont fait. Mais beaucoup ne savent pas que la Zawiya Tijaniya avait mis en place 2 centres de formation pour les combattants du FLN, dont l'un au Mali. Il y a plusieurs cheikhs, plusieurs chouyours de la Tijaniya qui ont été emprisonnés, torturés par les Français. Il y en a même qui sont morts au martyr. Donc c'est un terrain vraiment miné. Mais ce qui est sûr, c'est que cet islam, quel qu'il soit, islam des Lumières, islam de je ne sais quoi, il a toujours été et il est toujours combattu par des entités comme ça qui se nourrissent des miettes que leur donne l'Occident, tout simplement. Donc quand quelqu'un vient me parler de ces zaouïas sinistres, vous oubliez ce qu'ont fait ces zaouïas, non pas pour l'Algérie, mais pour toute l'humanité. Ces zaouïas ont formé des gens qui n'étaient pas musulmans, qui venaient ici en terre d'islam, entre guillemets, pour prendre de la science. Puis beaucoup de Juifs, juste après 62, ils ont récupéré beaucoup de habous, ils ont restauré les écoles, des mosquées. Ils les ont donnés au ministère des Waqf à l'époque pour restaurer justement les instituts. C'était la politique, il faut le dire, hein, c'est l'histoire. C'était le virage pris par le pouvoir en 62, par le pouvoir de Ben Bella, Allah yarhamou. D'ailleurs, il a fait son mea culpa il a regretté, le virage, disons, socialiste, pour ne pas dire communiste, qui a fait en sorte que Ben Bella avait des conseillers. Il y avait même des conseillers étrangers communistes donc forcément ils ont essayé de combattre l'islam. Donc les zaouïas n'ont pas donné les biens de leur plein gré. Ça a été presque une nationalisation des zaouïas. Ils leur ont pris de force. Exactement. Non, mais il n'empêche que ça a été géré par le ministère des Waqf. En tout cas, ce qui était sous la domination des zaouïas a été géré admirablement, dans la mesure où ces zaouïas ont fortement contribué dans le domaine de l'enseignement. Notamment de l'enseignement originel. Oui, ils ont combattu l'illettrisme, qu'on le veuille ou non. Et l'enseignement originel donnait pratiquement, dans ces zaouïas, prodiguait pratiquement le même programme que celui des médersa. Qu'est-ce que l'enseignement originel, pour l'expliquer à nos téléspectateurs? C'était le ta'lim al-asli, c'était quoi? C'était l'enseignement que l'on a dans les écoles publiques actuellement, auquel va s'ajouter un enseignement religieux très très strict et très très rigoureux. Parce que le cursus traditionnel, tel qu'il est toujours suivi ici en Algérie, en termes de données, il fait pratiquement 3 à 4 fois ce que vous pourriez avoir en université. Et ce qu'on appelle l'ijazat, c'est-à-dire que vous ne recevez pas une maîtrise en fonction d'une moyenne que vous allez obtenir. Par exemple, dans les universités actuellement, avec un 12 ou un 13 de moyenne, vous êtes bonne, vous passez très bien. Chez les chouyours, si vous n'êtes pas à hauteur de 18 et quelques, vous ne passez pas, vous êtes mauvaise. C'est-à-dire que quand vous vous présentez à un cheikh, l'examen, tout dépend de ce que vous allez présenter. Pour la maîtrise du Coran, il faut du 100%. Il faut du 100%. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Absolument. Et vous avez peut-être 2 ou 3 jours pour ceux qui font l'ard.
Et puis, dans certains cas, il faut aussi, parce qu'il y a ce que nous appelons Rasm al-Qur'an, qui est l'orthographe coranique. Vous allez devoir, on vous donne au hasard, on vous choisit une dizaine de huitièmes de chapitres que vous allez reproduire. Donc il faut avoir une maîtrise, il faut avoir une bonne mémoire photographique. Même pour la maîtrise de la langue arabe aussi. Pour la maîtrise de la langue arabe, dans les zaouïas, vous étudiez à l'heure actuelle 5 branches à peu près. Avant, c'était 12 branches, 12 disciplines. Et quand vous passez, par exemple, une maîtrise sur, par exemple, Tuhfat ibn Asim, 1840 et quelques vers. Qu'est-ce que Tuhfat ibn Asim? Tuhfat ibn Asim, c'est un recueil versifié de droit musulman, de droit canon, selon l'école malikite. Comme Ibn Ashir. Oui, Ibn Ashir, c'est le droit cultuel, c'est le fiqh al-ibadat. Là, vous êtes dans fiqh al-mu'amalat et le hudud. Donc les peines et le canon. Il y a l'aqaïd aussi. Oui. Donc vous allez, premièrement, il faut l'ard, c'est-à-dire vous allez reproduire, réciter tout le recueil en vers. Et pendant la récitation, vous récitez, le maître vous arrête là où il le veut pour vous dire explique-moi ce vers. Ou bien il vous pose une question directe, inhérente au groupe de vers que vous allez. Il peut même, par moment, vous avez des vers qui présentent des vices. Etnab ou bien quelque chose comme ça, et il va vous dire voilà, le vers en question a un problème en termes de métrique, l'arot. Et puis il peut même vous demander de faire la syntaxe de certains passages, etc. Donc l'examen en question, il peut durer 2 jours, il peut durer 3 jours. Vous commencez peut-être à l'aube pour terminer vers la prière de midi. Vous êtes là en train de... Ça n'est pas la même chose que dans un cursus universitaire. En université, vous êtes sur place, vous avez 10 sur 20, vous êtes à peine dans la moyenne, vous êtes considéré comme bonne. Tandis que chez un maître, vous êtes à hauteur de 16 ou de 17 sur 20. Le maître peut vous dire, voilà, mon fils, il va falloir revenir. Ça veut dire que tu auras une autre chance. Et la chose est ouverte, c'est-à-dire vous pouvez refaire autant de fois qu'il est nécessaire de le faire. Mais vous n'avez l'aval de votre maître que s'il considère que vous êtes vraiment arrivé à maturité. Ce qui n'est pas le cas. Donc ces fameuses médersa, ou ces fameuses zaouïas, d'offrir un enseignement de choix, de qualité. Sauf que sur le plan religieux, on a l'impression, de toute manière, il y a les preuves, c'est pas qu'une impression, tout a été fait pour que ce qui relève du religieux soit relégué au dernier plan. Si bien qu'une fois, il y a même les imams, l'imam n'avait pas de statut alors qu'il jouait. On l'a bien regretté bien après. Hein. Oui, on jouait. C'est ce qui nous a conduit à la décennie noire, malheureusement. Oui. Et il y a, une fois, il y a quelqu'un, il paraît qu'il y a, quand Cheikh Abdelrahman Shiban était ministre, il paraît qu'une fois, il y a un imam, l'un des anciens de Jum'at al-Ulama al-Muslimin. Le dernier d'entre eux faisait office de savant si vous le mettiez à Al-Azhar. S'il allait à Al-Azhar, il devenait enseignant dans ces prestigieux hauts lieux du savoir. Mais ici, ils étaient marginalisés comme pas possible. Et l'un d'eux est allé jusqu'à écrire une lettre à Cheikh Abdelrahman Shiban qui pouvait intervenir pour que ces gens-là deviennent des instituteurs dans les écoles. Ils avaient à peine... la langue arabe, pas plus. Et l'homme en question lui a dit « Akhrijni min baytillah li wajhillah » Sors-moi de la maison de Dieu, c'est-à-dire de cette fonction d'imam pour la face de Dieu. Vous imaginez. C'est-à-dire que quand on était dans le domaine religieux, il fallait vraiment avoir la patience de Ayyub alayhi salam pour pouvoir tenir le coup. C'est dire que tout ce qui relevait de la religion était combattu par des forces occultes qui étaient au sein des différents pouvoirs qui se sont succédés sur cette Algérie. Et puis la première université, il a fallu du temps pour qu'elle... Oui, non, pas, heureusement. Mais il y a toujours eu des gens qui ont trahi ce pays. On ne peut pas... Il a fallu attendre... un moment donné, peut-être, il y a eu même une sorte de
un problème de confiance dans les gens qui pouvaient prendre en charge le volet religieux. Je me souviens, c'était chez moi à la maison, c'était Cheikh Abdelrahman Chiban qui discutait. Il a fallu attendre, si vous vous souvenez très bien, il a fallu attendre Chadli ibn Jdid rahmatullah alayh pour qu'il y ait l'université de Constantine. Et bien, la tâche a été confiée à Cheikh Mohamed El-Ghazali à l'époque. Il y a eu l'université d'Alger en 79. Oui, mais enfin, détourné de son aspect originel. Non, mais l'université de Constantine, le projet daté d'avant. D'avant, il a toujours été retardé. La même chose pour l'université d'Alger. L'idée s'est construite en 1962 et elle s'est concrétisée en fait en 1979 avec un détournement complet de l'idée originelle. Oui, un travestissement du but, de l'objectif initial. Je me souviens que, selon ce que racontait Cheikh Abdelrahman Chiban, il y avait chez beaucoup de personnes une volonté de bien faire dans ce domaine. Mais il y a toujours eu des entités connues, dont nous ne citerons pas les noms parce que bon nombre d'entre eux sont mortes. Malheureusement, et comme le disait si bien, il paraît que c'est le cheikh, le premier qui a écrit, vous savez, le premier recueil versifié de grammaire arabe, c'est un Algérien qui l'a écrit, Ibn Mu'ti al-Jazairi. Et il paraît que quand Ibn Malik a dit Fa'iqatan alfiyata Ibn Mu'ti s'est présenté à lui en rêve et lui a dit Ya Ibn Malik, c'est pour ça que nous ne citerons pas les noms, mais il y aurait eu des gens qui seraient toujours en vie, j'aurais cité les noms, mais franchement parce qu'il faut les dénoncer ces gens-là. Mais en tout cas, il y a toujours eu des gens qui ont œuvré pour que tout ce qui relève de l'islam dans notre pays soit relégué au dernier plan. Et malheureusement, même sur le plan politique, chez certains partis à l'heure actuelle, c'est toujours la même tendance. Mais en tout cas, cette erreur nous a coûté très très cher à partir des années 90. Parce que l'essentiel de ce qui fait la société algérienne a été mis de côté, ou je ne sais pas comment dire. Malgré toutes ces tentatives, j'aimerais bien qu'on dise un mot sur ces fameuses conférences de la pensée islamique. Il y en a eu 29, Chérif Driss. Il y en a eu 29 où des musulmans, des chercheurs, des spécialistes venaient du monde entier, même des orientalistes. Oui. Si vous permettez juste m'attarder quelques minutes par rapport à le rapport à l'islam. En fait, en 62, on est arrivé vers ce qu'on appelle l'islam d'État. Et ce qui impliquait vers une gestion étatiste de l'islam. Cette gestion, ces déclinaisons sont, le fait de dire la prise en charge de tout ce qui est le culte, la fonctionnalisation, c'est-à-dire qu'on arrive à créer des fonctionnaires. Deuxième élément, l'utilisation, ce qu'on appelle de la référence islamique à des fins de concrétisation d'un projet idéologique. Un projet socialiste, socialisant, vers un projet étatiste, à telle enseigne que, par exemple, dans les prêches, on sommait les imams de faire des prêches pour louer la révolution socialiste. Et même dans ce qui est de la production de références en termes de textes comme la charte de 76, la charte de 86, il est fait explicitement mention à la religion musulmane comme étant compatible avec le socialisme. Oui. Donc, c'est-à-dire pour dire un petit peu, c'est le récit qui a été produit de 62 jusqu'à la fin des années 80, c'est de dire en fin de compte, nous avons deux référentiels, l'un complète l'autre. Et cette façon de faire a été même a trouvé son prolongement dans une politique publique, la gestion, ce qu'on appelle du culte, par rapport à la production, de la norme juridique, dans certains, notamment parce qu'il y a du code de la famille, parce que nous avons en fin de compte deux ordres juridiques qui sont innombrables. Nous avons le droit positif qui régit tous les autres aspects de la vie, mais pour ce qui est des droits successoraux, droits personnels, on fait référence à la charia. Élément aussi marqueur que si vous voulez, cette gestion étatisante et cette mobilisation des référentiels religieux, c'est dans les programmes scolaires. Dans les programmes scolaires, dans l'éducation nationale, si vous voulez, on a toujours fait en sorte de dire finalement, nous avons un islam d'État, nous avons une certaine façon de pratiquer l'islam qui est différente des autres. Donc vous voyez, donc il y a cette façon, non pas étatique, mais étatisante. C'est-à-dire que l'État est partout, même pour ce qui est de l'espace religieux. Cette mise au point faite, je passe maintenant à ce qui est, par exemple, les conférences islamiques.
faut dire que les conférences islamiques sont intervenues à un moment très crucial. Déjà, avec la venue, le changement de pouvoir en 79. En fin de compte, et si vous me permettez juste une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit par mes collègues, Dr Boudjine et Dr Chiket, c'est que le pouvoir algérien n'a jamais été monolithique. Au sein de ce pouvoir existaient des courants très contradictoires. Et c'est que cette contradiction s'est révélée à plusieurs reprises lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur des problématiques telles que le programme éducatif, telles que l'édiction de certaines lois, et même un élément très important, la révolution agraire, où même certains qui sont très connus s'y sont opposés. Même des gens de l'association de l'ulama, et corrigez-moi si je me trompe, ils se sont opposés à la révolution agraire, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision plus libérale qu'une vision socialisante. Pour ce qui est de les conférences de la pensée islamique qui ont été imposées par à mon sens, plusieurs facteurs. Parmi eux, je citerai, je me dis, l'évolution au niveau de la politique interne, c'est-à-dire qu'avec la montée de l'islamisme à partir des années 70, la remise en cause de certains socles, de certaines doctrines par rapport à l'islam, notamment l'islam algérien, le rite malikite, il fallait un petit peu, si vous voulez, produire, si vous voulez, un discours propre à l'islam qui soit un islam algérien. Autre élément expliquant ce recours aux conférences, c'est l'élément international et géopolitique. Nous n'oublions pas, 79, la révolution islamique, 80, la guerre en Afghanistan, c'est-à-dire ce qu'on pourrait certains appeler le retour du religieux sur la scène internationale. Ce retour du religieux à la scène internationale, où il y avait un retour en force. Il y avait beaucoup de départs d'Algériens d'ailleurs pour tout à fait, bien entendu. Bien après, non. Au début des années. Au début, jusqu'à 85, 86, pratiquement les gens n'entendaient pas parler. Il y avait aussi la guerre en Érythrée. Ne l'oublions pas. Oui, la guerre en Érythrée. Vous savez que même au niveau interne, il y avait certains mouvements sociaux, c'est-à-dire un certain fléchissement au niveau de l'édifice social et politique, les mouvements sociaux. Donc, le pouvoir à l'époque, le président Chadli Benjedid et certains de ses collaborateurs sont arrivés à la conclusion, en fin de compte, il fallait trouver un élément qui pourrait cimenter à la fois au niveau faire face à des défis endogènes et exogènes, et plus exogènes. Pourquoi exogènes? Pour la simple raison que le retour en force du religieux sur la scène internationale à travers ces deux marqueurs, la révolution iranienne, ce qu'on appelle l'expansion du chiisme et les menaces d'expansion vers l'Afrique du Nord, puis un certain islam fondamentaliste qui a commencé à se propager moyennant un bras armé, si vous voulez, financier qui était considérable, qui était considéré perçu comme une menace. Il a fallu, pour préserver ce socle, ce récit, ce qu'on appelle cette vision d'un islam algérien de rite malikite, un islam tolérant, un islam qui n'est pas rigide, il fallait, si vous voulez, irriguer ce référentiel par une construction, par une réflexion qui soit plus orientée, moins dogmatique. D'où le recours à ces conférences islamiques, le fait de faire venir des penseurs islamiques, des islamologues, même des gens qui n'étaient pas vraiment, comme par exemple Mohamed Arkoun, même s'il y a eu l'altercation entre lui et Cheikh Al-Ghazali, mais il avait cette vision de dire finalement, l'islam dont l'Algérie a besoin, ce n'est pas un islam dogmatique. Donc l'intérêt des conférences de la pensée islamique, qui était quelque chose d'extraordinaire en termes d'enrichissement intellectuel, d'enrichissement spirituel, ça a été justement en ce sens, c'est de produire, si vous voulez, un référentiel, pas produire, je m'excuse du terme, mais plutôt de consolider et de renforcer, d'irriguer ce référentiel islamique qui a été menacé par une perversion, par des courants idéologiques contradictoires, l'un fondamentaliste s'appuyant sur une puissance financière des plus considérables, et l'autre un islam chiite qui menaçait. Donc je pense qu'il y a une dimension à la fois sociétale, par rapport à permettre à la société algérienne de maintenir cette unité, cet attachement à l'islam qui reste un ciment qu'il a toujours été pendant la période coloniale. Même si la période coloniale, la France voulait en fait faire, à savoir avoir des musulmans sans l'islam. Donc, à partir de 62, notamment les années 80, c'est de dire finalement de préserver ce socle, indépendamment des contradictions des différents courants idéologiques qui traversaient le pouvoir politique, mais aussi d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue international, il a fallu faire face, si vous voulez, à cette, pas invasion, j'utiliserai le mot, cette expansion
d'un islam plus radical qui pouvait remettre en cause tous les fondements sur lesquels était basée la société algérienne, notamment dans sa référence à l'islam. Et malheureusement, vers la fin des années 90, nous avons assisté... Une vision de l'islam, oui. En tout cas, oui. Si vous permettez, sur les séminaires sur la pensée islamique, puisque moi-même, j'ai participé presque à 5 ou 6, surtout les derniers... Les séminaires sur la pensée islamique ont commencé déjà dans la propre maison de Malk Ben Abi rahimahullah. C'est un des initiateurs. C'est le principal initiateur. Donc, il réunissait des intellectuels, entre autres notre ami Abdullah Hamouda, Rachid Ben Issa, qui est malheureusement devenu chiite. Omar Ben Issa, il y avait Hamza Ben Issa, il y avait un groupe d'intellectuels, de jeunes, des étudiants qui participaient dans la maison de Malk Ben Abi à des cours. Ça a commencé par des cours donnés par Malk Ben Abi, et puis le succès étant devenu très grand, les séminaires ont été organisés je me souviens, c'était à lycée Ammar Rachid. Donc, dans des classes du lycée Ammar Rachid. Et puis, justement, le succès est devenu très, 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 très important. Ça a été repris par le ministère, après la mort de Malk Ben Abi en 1973, ça a été repris par le ministère des Affaires religieuses et l'ancien ministre Mouloud Qassem, qui en a fait un séminaire international, donc, où il y avait beaucoup de savants, comme l'a dit Dr Cherif Driss. Il y avait même des marxistes qui venaient participer à... Garoudi n'était pas encore musulman et il venait participer. Justement, il était régulier. Communiste. Il y avait Eva Duvitré, Meirovic, il y avait Vincent Monteuil, qui sont devenus par la suite des musulmans. Il y avait de grosses pointures musulmanes, comme Aboul Hassan Nedoui de l'Inde, comme Al-Ghazali, Al-Qardawi, Al-Bouti, etc. Il y avait vraiment des débats très riches, très parfois importants. Parfois houleux, comme justement l'altercation entre Al-Ghazali et tout le monde, et Mohamed Arkoun rahimahullah. Donc c'était, et pour nous qui étions jeunes, moi le premier séminaire auquel j'ai participé, c'était en 85, c'était à Béjaïa. En 86, c'était à Sétif. Et puis jusqu'à 90, malheureusement, en 1990. Le dernier, oui. Et le dernier, c'était à l'hôtel Orassi, je me souviens. Et le processus a été arrêté comme ça. Et justement, comment expliquer que malgré cela, on soit arrivé à ce qui s'est passé durant la décennie 90. C'est vrai qu'il y a eu d'autres facteurs qui sont venus expliquer la décennie sanglante, l'extrémisme qui est apparu, notamment peut-être la situation économique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même une certaine stérilité dans les idées qui devaient être données par l'État ou par les spécialistes de l'époque, ce qui fait qu'après, en fait, la rue s'est retrouvée sans idées et a produit ses propres idées qui étaient l'extrémisme. La nature a horreur du vide. Et c'est ce qui s'est produit finalement. Il y avait ces fameux séminaires de la pensée islamique résultaient d'un travail de longue haleine. Ils ne sont pas venus comme ça du jour au lendemain. Il y avait la faculté, la fac centrale avec Malk Ben Abi. C'était un noyau d'idées, c'était le nid pratiquement. Du moins, si je me réfère à ce que rapportait surtout Rachid Ben Issa. Et puis, il y avait des élites de toutes parts qui se rejoignaient à travers des personnalités comme Malk Ben Abi et autres. Il y avait aussi beaucoup de savants. Le problème, c'est que... Il y a Mouloud Qassem. Mouloud Qassem, oui. Mouloud Qassem qui a dit une fois dans un congrès, je ne sais pas lequel, je vais le dire en arabe, Asahwatoun am ghaflatoun. Oui.
Vous savez, quand on parle de Sahwa, beaucoup ont tendance, parce que chacun veut justement récupérer, on veut faire de la récupération au niveau de l'histoire. Cette Sahwa, elle a toujours accompagné l'islam depuis son avènement. Il y a toujours eu, إن الله يرسل في هذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها في أمر دينها. Ça, c'est ça, Sahwa. Sahwa, ce n'est pas des personnes qui viennent faire des prêches et puis qui vont relancer dans l'esprit des gens une sorte de renouveau islamique. Ça, c'est faux. À l'époque, il y avait, bien sûr, Jama'at al-Ulama al-Muslimin a été interdite. Il y a eu Jama'at al-Qiyam sous la direction de Bachir Ibrahimi. Et donc, il y a des gens qui travaillaient. Il y avait les mosquées, dans les mosquées, il y avait des prêches. Al-Qayyim qui a été aussi interdite, malheureusement. Oui, elle a été interdite. C'est dire qu'il y a toujours eu des gens qui ont combattu tout ce qui avait trait à l'islam dans notre pays. Mais le travail qui a été fait par beaucoup de personnes a donné justement naissance à ces séminaires de la pensée islamique où les débats étaient libres, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que c'est toujours l'esprit de l'islam qui est tellement... Il n'est pas tolérant, il est tout simplement naturel dans la mesure où le droit de conscience, la liberté de conscience ou le droit de faire part de ses idées est quelque chose qui est tout à fait accepté et acceptable en religion. Alors on bascule vers l'extrémisme, ensuite on bascule vers le quasi-nihilisme. Oui, mais attendez, je pense qu'il y a des gens qui ont été assez malins dans leur dessein de combattre l'islam, qui se sont dit, voilà, si on laisse émerger une classe de la trempe de Malik Ben Nabi, il en est fini des autres obédiences, donc l'islam va fatalement triompher parce que c'était vraiment un islam éclairé. Mais par contre, si on fait en sorte que ces sources-là tarissent et que d'autres prennent le relais, surtout celles qui venaient de l'étranger, eh bien, vous êtes assuré du chaos de la société algérienne. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes devenus un terrain où s'exerçait une guerre par procuration. Il y avait plusieurs courants qui se battaient ici en Algérie. Il y a eu, avant même la décennie noire, je me souviens, j'ai assisté à ce que nous appelions à l'époque Harb al-Masajid, entre des factions algériennes, oui. Chacune appartenant à un courant de pensée venant de l'étranger. Il n'y avait rien. Et entre tous ces courants venant de l'étranger, et un courant, on va dire, soufi ou confrérique qui était dévoyé lui aussi, il y avait la guerre dans les mosquées. Et donc, tout ça a été bien alimenté par certaines forces occultes, au point où on en est venu à la guerre civile. Je vais vous poser une question, franchement, je voudrais savoir, est-ce que le fait, parce que quand on revient en arrière, ça fait maintenant 5 numéros qu'on parle de l'islam en Algérie et en Afrique du Nord, il fut une époque où tous les référentiels, toutes les écoles de jurisprudence existaient dans ces pays. Est-ce que le fait de limiter le référentiel à une seule école, est-ce que ça aussi, c'est pas un problème ? Ce n'est pas un problème dans la mesure où ça assure une certaine cohésion au niveau même de la réglementation et du règlement du culte. Ça pourrait poser un problème quand vous vous trouvez dans l'incapacité de pallier à certains problèmes ou de répondre à certaines interrogations et que vous n'ayez pas affaire à d'autres écoles. Je me souviens de Cheikh Gahar, rahmatullahi alayh, qui était profondément malékite, mais qui, dans certaines questions, n'hésitait pas à sortir de l'école malékite pour trouver des solutions à des gens qui venaient soumettre des problèmes. Mais nous avions un mufti hanafite. Il y avait les deux écoles ont toujours été. Beaucoup de personnes qui ont basculé vers l'extrémisme sont parties chercher des solutions ailleurs. Dans l'école hanbalite plus précisément. Oui, alors qu'ils auraient pu la trouver ici. Oui, mais là, n'oubliez pas une chose. Les politiques engagées par les pouvoirs qui se sont succédés dans la majorité des cas ont fait en sorte qu'il y ait une perte de confiance vis-à-vis des représentants de l'islam algérien. Une personnalité de la stature de Hammani, rahmatullahi alayh, qui est, vous savez,
nous n'avons pris conscience de feu Cheikh Hammani rahmatullahi alayh que 10 ou 15 ans après sa mort. Vous imaginez, alors qu'il était une référence dans le monde musulman tout entier, ici en Algérie, il se trouvait des demi-prêcheurs de 3e catégorie dans des mosquées improvisées qui disaient « Oh, Hammani, le Majlis al-Islami al-A'ma ». Vous imaginez, donc il y a eu une politique qui a décrédibilisé en quelque sorte les dignes représentants de l'islam dans notre pays. Ça continue, bien entendu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais nous sommes passés par cette période de crise. Non, maintenant, on laisse émerger des personnalités qui sont quasiment comiques pour être... Oui. Le vrai problème, c'est qu'il y a une confusion. C'est-à-dire qu'on a confondu unité, unanimisme. On a considéré que la cohésion passe par un certain unanimisme dans la pensée. Alors que c'est faux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il fallait, pour être algérien, l'identité, il fallait une certaine vision de l'islam. De dire qu'on est une telle langue, de dire qu'on est qu'une telle appartenance ethnique ou raciale. Et c'est ça le vrai travers. C'est ce qu'on appelle le mauvais départ, ça a été cela. De dire que là, je passe sous le contrôle de Kamal Chikal et de Boudjounou par rapport à sa diversité de lecture par rapport aux doctrines et ce qui s'ensuit, parce qu'à un moment donné, le pouvoir politique, il y a eu un rapport, ce qu'on appelle instrumental vis-à-vis de la religion. Comme je lui ai expliqué tout à l'heure, cette vision étatisante, on a voulu croire aux Algériens que l'identité algérienne, la construction de l'Algérie indépendante doit être bâtie sur une certaine façon de voir, tout le monde doit avoir de la même direction. Cela implique quoi? C'est que toute diversité, c'est-à-dire qu'il y a un rite malikite qui pourrait être ce qu'on appelle le socle doctrinaire de la doctrine, ce qu'on appelle par rapport à la juridiction et par rapport à la pratique de l'islam, mais cela ne voudrait en aucun cas signifier qu'il fallait exclure les autres rites, hanafites, hanbalites et shafi'ites. Élément fondamental aussi de dire finalement que nous avons notre propre islam et les autres croyances sont un danger pour l'Algérie. D'accord, c'est vous dire que ces croyances sont quelque chose de pernicieux pour l'Algérie. Et actuellement, on parle... L'utilisation de ces références peut être pernicieuse. Elles ne sont pas pernicieuses en elles-mêmes. Non, mais le problème qui se pose actuellement, on revient au péché originel. C'est l'instruction et le savoir. Si on avait laissé l'école faire son travail, former le citoyen, comme le dit Montaigne, une tête bien faite et non pas une tête pleine. C'est-à-dire le renseigner le vrai islam, le renseigner la vraie histoire de l'Algérie, le rapport à l'islam. Élément fondamental, laisser au madrasa, ce qu'on appelle les écoles coraniques ou zawiya, jouer un rôle fondamental de cimenter, de former l'Algérien, le citoyen algérien, conscient de ses devoirs et de ses droits. Permettre à l'université algérienne la réflexion et la pensée libre. C'est-à-dire quand on parle de ce qu'on appelle les universités islamiques, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais force est de reconnaître qu'à un certain moment, on a dans l'imaginaire des Algériens, dans l'imaginaire social, de dire que vous allez à l'université islamique faire licence en charia, ben je tous les imams. Alors que c'est faux. Et qui dit imam, ça veut dire, comment on dirait, limiter ce qu'on appelle fiqh al-marahid ou la fiqh al-nawaqid. Et de dire finalement ce qui est illicite, ce qui n'est pas illicite. Comme disait l'El-Ghazali, c'est-à-dire que cette façon de faire, cette vision instrumentale de la religion qui a produit ce qu'on appelle les effets pervers. Et on en arrive actuellement avec la révolution numérique, avec les réseaux sociaux, l'apparition de nouveaux mouftis, de nouveaux prêcheurs, de nouveaux, si vous voulez, entrepreneurs de la morale, mais non pas entrepreneurs, inquisiteurs. Pire que cela, on a affaire à de nouveaux inquisiteurs, à tel enceinte de dire, ah, telle personne... Comment vous pouvez dire que c'est illicite, c'est pas illicite? Ah non, j'ai entendu un tel prêcheur dans la télévision le dire. J'ai entendu sur le blog d'un tel prêcheur qui le dit. Mais en fait, le problème qui se passe, qu'on le veuille ou non, même si l'État doit prendre en charge, il faut se distancer de cette vision étatiste. L'État ne peut pas être partout. La gestion de religion dans l'espace public, de dire finalement que de travailler sur un référentiel, de revoir les programmes éducatifs, de revoir les programmes scolaires, même l'enseignement, la formation à l'université, même le discours, les prêches qui sont distillés à travers les mosquées, de dire finalement que nous avons une appartenance à la religion musulmane, nous avons un islam algérien de rite malikite, mais cela n'exclut pas ce qu'on appelle l'existence d'autres rites, mais faut-il encore qu'il y ait un traitement intelligent
de dire finalement, d'expliquer pourquoi il ne faudrait pas faire cela. Ce n'est pas de dire non, si vous faites cela, c'est interdit, ou sinon l'excommunication. Oui. Je pense à un moment donné, pardon, on revient de dire finalement que il ne s'agit pas de dire que le culte doit être géré, la religion doit être gérée par l'État. Non, mais plutôt qu'il y ait une stratégie, une vision de l'État cohérente, réfléchie, par rapport à l'islam. Et que cette vision ne doit pas être dogmatique, parce qu'une vision, elle doit intégrer à la fois les défis que connaît la société algérienne, des défis démographiques, des défis sociologiques, il y a des défis économiques, c'est-à-dire de nouvelles problématiques qui émergent, qui ont besoin de réponses. Cette vision intelligente doit s'inscrire dans une vision très large, plus globale, de la gestion, ce qu'on appelle par rapport aux religieux. Et une vision géopolitique. Je vous laisse tous les deux terminer. Au moment où l'islamophobie est partout, quelles sont aujourd'hui les réponses que doivent donner justement les autorités ou les spécialistes en cette matière pour éviter tous ces débordements, toutes les déviations? Justement, il faudrait que l'État, en tant qu'autorité, joue un rôle plus intelligent. À l'époque des Omeyyades, par exemple, quand il y avait des divergences assez sérieuses, on avait recours à l'autorité dans ce qu'on appelait à l'époque Sawafil Omur. Même sur le plan culturel, l'État intervenait. C'était la catastrophe. L'État intervenait pour essayer de plus ou moins d'assurer une cohésion. Maintenant, nous sommes musulmans, que nous soyons hanafites, hanbalites ou malikites, c'est la même chose. N'oublions pas l'école ibadite. Attention. Un ibadite, c'est un musulman. Il ne vient pas de la planète Mars. Et donc, avant même d'essayer de répondre à l'islamophobie, il faut déjà faire en sorte que dans nos sociétés, nous tarissions toutes les sources qui pourraient donner matière aux autres de se comporter en islamophobe. L'islamophobie, elle est interne déjà. Oui, elle est déjà interne, parce qu'il y a les luttes intestines ou intestinales qui existent entre les différentes mouvances dites religieuses, sont tellement énormes qu'à côté, ce qui fait office d'islamophobie, c'est un... Nous prêtons le flanc, il faut le dire. Et nous prêtons le flanc aux autres. Donc l'État, oui, peut régler, peut s'immiscer par moment, mais je pense que la première démarche, c'est l'école. Faire une école qui fait la promotion de la pensée libre. Quand je dis pensée libre, je ne pense pas au libertinage. Sans aller jusque-là, ouvrir le champ, essayer de former des citoyens. C'est le problème, vous savez, il n'y a pas longtemps, le Mali est un pays qui connaît des troubles. On a formé, je ne sais pas, 300 imams ou 500 imams au Maroc. Si vous me demandiez à moi quel pays choisir, par exemple entre l'Égypte et le Maroc, je choisirais le Maroc pour la qualité de l'enseignement. Sauf qu'on a formé des imams, on les a replacés dans un territoire considéré comme zone de conflit, et avec tous les problèmes qui se passent là-bas, beaucoup n'ont pas trouvé de travail, beaucoup ont été frustrés, et beaucoup sont devenus des petits gourous, dans une échelle plus ou moins locale. Moi, j'aurais formé un imam avec une formation professionnelle, non pas pour en faire un imam, mais pour en faire un citoyen. Tout simplement, quelqu'un qui puisse jouer un rôle dans sa société en tant qu'être humain et qui pourrait faire valoir des connaissances religieuses dans le règlement de conflits. L'école algérienne, par exemple, jusqu'alors, c'est un terrain de prédilection pour les luttes idéologiques. C'est-à-dire nous avons des élèves et nous avons des forces occultes. Elles peuvent avoir un habit islamique, elles peuvent avoir un habit communiste, libertin, il y a de tout. Mais tant que nos élèves sont otages de cette lutte idéologique, nous n'arriverons jamais à rien. Très bien, merci Kamal Cheket, merci Cherif Driss, merci Messoud Boujnoun, merci à la régie mobile HD5 et à notre réalisatrice Nadia Charayer. Merci à vous de nous avoir suivis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.